soirée. Bonne soirée. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les violences urbaines font tache d'huile dans la région parisienne. 180 voitures, mais aussi des magasins, des restaurants ont été incendiés dans 5 départements. Le calme est revenu en revanche à Clichy-sous-Bois. Côté politique, face aux critiques de la gauche, Dominique de Villepin a soutenu Nicolas Sarkozy à l'Assemblée, mais en se démarquant de son langage. Des militaires français ont bien commis une faute grave en Côte d'Ivoire. C'est ce que confirme le rapport d'enquête. Un activiste ivoirien a été tué par étouffement dans un véhicule blindé de l'armée française, sans doute à l'aide d'un sac en plastique. Les faits ont ensuite été dissimulés. Le bilan s'alourdit considérablement au Pakistan. Il y aurait au moins 73 000 morts. 3 semaines et demie après le tremblement de terre, l'armée lance un nouvel appel à l'aide internationale. En France, la fin du monopole du 12 pour les renseignements téléphoniques. Depuis ce matin, une vingtaine d'autres numéros qui commencent tous par 118 lui font concurrence. Le consommateur, s'il s'y retrouve, va théoriquement y gagner. Le nombre d'enfants maltraités ou menacés continue d'augmenter. Il serait 95 000 en France. Explication entre autres, l'isolement des parents, notamment les femmes seules. C'est le dossier de cette édition. Enfin, le fameux guide Michelin se lance à la conquête de l'Amérique. Un premier guide de New York sort cette semaine. 4 restaurants obtiennent les 3 étoiles. Parmi eux, 3 sont français. Il y a donc ce soir du bon et du moins bon sur le front des violences urbaines. Pour la première fois depuis 6 jours, la nuit a été calme à Clichy-sous-Bois. En revanche, il y a bien un effet de contagion dans plusieurs quartiers de la région parisienne. Ces dernières heures, les incidents ont touché 5 départements. Loïc Delamornay et Lionel Langlade. Seuls les feux éclairent la ville. Quelques mètres après les flammes, la cité est plongée dans l'obscurité. Pas d'éclairage public, les lampadaires sont cassés. Et dans le noir, des bruits d'impact annoncent que le danger vient du ciel. Rentrez chez vous! Attention au-dessus! De derrière cette voiture en feu surgissent des boules de pétanque. Lancer à pleine force ou jeter des toits, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. À l'action, sous le plan! Pour les pompiers, le danger vient des moteurs des voitures incendiées. Même éteint, c'est sous le capot que le feu peut reprendre. La crainte des policiers se confirme, c'est la contagion. Nous avons eu également des échauffourées sur Sevran, Villepinte. Également, je crois qu'il y a eu un début à Rosny-sous-Bois, Bondy, Bobigny et ainsi que Neuilly-Plaisance au Fauvettes. Donc là, c'est tout le département qui semble être touché. Peu d'affrontements directs, mais des départs de feu un peu partout, des escarmouches. Policiers et gendarmes courent à la poursuite de petits groupes de casseurs très mobiles qui s'évanouissent dans les cités. Ne restent que quelques habitants désemparés. Les gens ont des voitures qui ont fait des crédits, comment ils vont faire pour aller travailler demain? Entre policiers et certains habitants des cités, la rupture du dialogue est consommée. Et sur toutes les lèvres, on parle de Nicolas Sarkozy. On y va. Franchement, la chatouiller la Seine-Saint-Denis, c'est un truc qu'il ne faut pas faire parce qu'apparemment tous les quartiers sont solidaires et ça risque de péter très fort, quoi. C'est un provocateur, Sarkozy. C'est un provocateur, il a provoqué toutes les cités là, il croit qu'il est malin, mais il n'est pas malin. Président de la République, fin de lui. Ce soir, plus de 400 hommes seront à nouveau déployés dans les cités pour la 7e nuit d'affilée. Oui, au total, la nuit dernière, 228 voitures ont été incendiées en France, 180 pour la seule région parisienne, la plupart en Seine-Saint-Denis. À Aulnay-sous-Bois, par exemple, c'était ce matin la consternation. Franck Genozo, Patrick Desmully. Hier soir, il y avait ici 14 voitures de location. Il ne reste que des carcasses calcinées. Donc, ont été incendiées aussi. Le directeur a découvert les dégâts au petit matin. Et voilà ce qui reste de l'agence. Son outil de travail est inutilisable. Voilà ce qui reste de l'agence. C'est un choc, parce que moi, je peux plus travailler. Donc, choc psychologique, plus les pertes matérielles. Donc, Ce matin, on retrouvait partout les mêmes images. Dans la cité des 3000, quelques passants hébétés découvrent les épaves. Rares sont ceux qui acceptent de raconter leur nuit agitée. On a ouvert la fenêtre et puis d'un seul coup, on s'est aperçu que derrière chez nous, derrière notre pavillon, il y avait une voiture qui brûlait. Même les éducateurs qui travaillent au quotidien avec les jeunes de la cité s'expliquent mal cette flambée de violence. Comme je leur ai dit, ici c'est comme c'est chez nous là aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi ici, pourquoi vous brûlez chez vous. J'ai pas de réponse pour le moment. C'est un peu l'effet
contagion et d'opportunité, puisque après les événements de Clichy-sous-Bois, on a toujours des répercussions un peu sur les autres quartiers dits sensibles du département et des autres départements. Mais cette nuit, ça a été particulièrement violent. Exemple à Sevran, où un incendie s'est déclaré près d'une école maternelle. La veille, c'était cette école primaire qui avait été prise pour cible à coups de cocktail Molotov. Paradoxalement, à Clichy-sous-Bois, le premier foyer de violence, la nuit dernière a été plus calme. Mais les tensions restent vives. Ce soir, les médiateurs ont fermement réclamé que les forces de police se retirent de la cité. Nous exigeons de la police un respect total et réciproque et l'équilibre de nos droits en tant que citoyens par rapport aux forces de l'ordre. Au lendemain de la rencontre entre les familles des jeunes morts électrocutés et le Premier ministre, le dispositif policier devrait de fait être plus discret ce soir à Clichy-sous-Bois. Pendant ce temps, en tout cas, la justice est à l'œuvre. Des peines de 4 à 6 mois de prison ferme ont été requises tout à l'heure contre 6 jeunes adultes poursuivis pour des violences commises avant-hier soir à Clichy. Rappelons qu'avant-hier, 2 personnes ont déjà été condamnées à de la prison ferme. Ces incendies et ces affrontements ont bien sûr été au cœur de la séance des questions à l'Assemblée nationale. On n'a pas entendu Nicolas Sarkozy, c'est Dominique de Villepin qui est monté au créneau face à une gauche offensive. Arnaud Boutet, Olivier Robert. C'est une tradition, l'arrivée protocolaire. Il y a les armes dehors avant la passe d'armes à l'intérieur de l'hémicycle. Ce n'est pas une révolution. La gauche part au combat, interpelle Dominique de Villepin et critique Nicolas Sarkozy. C'est d'une politique globale dont ont besoin nos quartiers et pas d'incursion ministérielle sans lendemain. La stratégie de la tension du ministre de l'Intérieur est irresponsable. Mais les hommes et les femmes de ces banlieues, dans toute la France, n'acceptent plus qu'on traite leurs enfants de racailles ou de voyous. Le Premier ministre tente de calmer le jeu. Je veux conduire notre action avec volonté et avec humanité, avec détermination et avec discernement. Évitons de stigmatiser des quartiers auxquels les habitants sont attachés. Azouz Begag sourit, Nicolas Sarkozy reste silencieux. Après la tension entre les deux ministres, les amis de Nicolas Sarkozy montent au créneau. Ils défendent le mot racaille, prononcé il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur. Quand on fait de la politique, il y a 2 solutions. Soit on emploie des mots que les Français ne comprennent pas, ils ne vont plus voter ou ils vont voter pour les extrémistes, soit on emploie des mots que les Français comprennent. Ce langage est aussi compris par ces voyous qui se comportent comme des racailles et je dirais que Nicolas Sarkozy a mis le doigt là où ça fait mal. Dominique de Villepin reporte son voyage au Canada pour régler la crise dans les banlieues. Le chef du gouvernement, c'est bien lui, et il tente de rétablir la cohésion de son équipe. Il n'y aura pas de zone de non-droit en France. Nicolas Sarkozy a pris les mesures nécessaires en ce sens. Monsieur le Premier ministre. Nouvelle question sur la banlieue. Nicolas Sarkozy peut intervenir, mais Dominique de Villepin demande à Jean-Louis Borloo de répondre à sa place. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy s'est retrouvé très isolé au sein du gouvernement. Un gouvernement dont les membres s'étaient retrouvés un peu plus tôt pour le Conseil des ministres. À la sortie, pas un mot, silence dans les rangs, dans un souci sans doute là aussi de cohésion. Chacun a regagné son véhicule sans rien dire. Un Conseil des ministres où Jacques Chirac a appelé à l'apaisement des esprits et à l'application ferme de la loi dans le dialogue et le respect. Fin de citation. Dominique de Villepin a ensuite réuni tous les ministres concernés par ce dossier à Matignon. Le Premier ministre, vous le savez, qui a donc annulé son déplacement au Canada pour se consacrer à cette affaire. Des militaires français ont bien commis une faute grave en Côte d'Ivoire. Il s'agirait d'un crime. C'est ce que confirme le rapport d'enquête publié aujourd'hui. Un activiste ivoirien a été tué par étouffement dans un véhicule blindé, sans doute à l'aide d'un sac en plastique. Le général Poncet, chef de la mission Licorne là-bas, aurait couvert ces hommes en dissimulant les informations. Michel Alliot-Marie a précisé les sanctions aujourd'hui. Thierry Curtet, Bruno Giraudot. C'est bien. Un blâme du ministre, la plus lourde sanction qui pouvait le frapper. Le général 4 étoiles Henri Poncet est de plus relevé de son commandement actuel et muté. Son adjoint d'alors, le général de Malocène, suit le même chemin. Ces mesures militaires ne préjugent pas du volet pénal de l'enquête. Le 13 mai dernier, ce jeune Ivoirien, présenté comme un bandit de grand chemin, est interpellé par les soldats français. Il a été blessé par balle au cours de son arrestation. Embarqué dans un blindé léger comme celui-ci, il arrive à l'hôpital, mort, asphyxié, avec un sac en plastique. Il est établi que Firmin Mahé a été tué par étouffement par des militaires français dans un véhicule blindé.
que la responsabilité de personnel militaire, autre que ceux qui ont déjà été suspendus, est engagée. L'enquête militaire établit 2 niveaux de responsabilité. Le crime, d'abord. Les 2 soldats et leur adjudant sont sanctionnés, leur chef de corps suspendu. C'est pour avoir eu connaissance des faits et de les avoir couverts que les 2 généraux sont tombés. Cette affaire, c'est l'armée qui a choisi de la révéler. Comment parler d'éthique si l'on n'en est pas convaincu? Parler d'éthique sans conviction, c'est une conversation de salon. Et bien là, l'éthique, ce n'est pas une variable d'ajustement. L'armée de terre a un honneur, elle a estimé cet honneur pouvait être en cause dans cette affaire-là. Nous avons choisi de ne rien cacher, nous avons choisi la transparence. Le tribunal militaire a été saisi, un juge nommé, il devra se rendre sur place pour reconstituer les faits, les responsabilités exactes de chacun. L'affaire n'est donc pas terminée. Un attentat en Gironde contre le centre des impôts de Blaye. Un engin explosif a fait d'importants dégâts la nuit dernière, notamment dans le hall d'entrée. Il n'y a pas de blessés, mais les agents sont très choqués, ainsi que le couple de gardiens qui occupe un logement dans le même immeuble. Ce soir, une personne est en garde à vue. Elle aurait téléphoné pour revendiquer cette explosion. C'est ce qu'indique le procureur, qui précise qu'il n'y aurait pas de caractère politique, sans donner plus d'éléments sur le profil de cette personne. Économie, avec d'abord les propositions du médiateur dans le conflit des transports à Marseille. Bernard Brune évoque 2 hypothèses, une délégation de service public ou la création d'une filiale en majorité publique pour exploiter le futur tramway. Proposition faite au maire, Jean-Claude Gaudin, ainsi qu'aux syndicats. Ces derniers se disent déçus. Ils rendront leur réponse demain après une assemblée générale. Et en attendant, vous le savez, la grève dure depuis 1 mois. La fin du 12 pour les renseignements téléphoniques. Dans 6 mois, il disparaîtra complètement. Première étape aujourd'hui, une vingtaine de numéros concurrents ont fait leur apparition. Il va falloir s'y retrouver. François Baudonnet, Frédéric Pasquet. Tout sera permis en matière de publicité, tout sera bon dans les mois à venir pour faire savoir que le 12 va bientôt disparaître. Et surtout pour faire connaître les nouveaux numéros. Car après 70 ans d'existence, tout va changer et pas dans le sens de la simplicité. Dans un premier temps, le 12 va survivre, mais avec face à lui des numéros à 6 chiffres, commençant tous par 118, des numéros concurrents, aujourd'hui au nombre de 27. Dans ces conditions, les prix des renseignements vont-ils baisser? Pas si sûr, un appel au 12 coûte aujourd'hui 90 centimes d'euros, auquel il faut ajouter 15 centimes pour la mise en relation. Certains numéros 118 seront moins chers, mais la majorité plus chers. Ils proposent de nouveaux services, comme un plan envoyé sur les mobiles. Difficile, là encore, d'y voir clair. Si on vous propose l'envoi d'un SMS en plus, est-ce que c'est payant ou non? Est-ce que la mise en relation avec le service, le prestataire, est payante ou non? Et s'il y a des nouveaux services, par exemple la géolocalisation ou les heures d'ouverture des magasins, est-ce que c'est un service qui sera payant en plus ou pas? Ailleurs en Europe, où les 118 existent depuis longtemps, le bilan est mitigé. En Grande-Bretagne, par exemple, les prix ont d'abord augmenté de 38%. La pagaille a été totale, beaucoup de numéros ont disparu. Les principaux gagnants sont les renseignements spécialisés, comme cette PME, dont la cible est la communauté homosexuelle britannique. Nous leur donnons les heures d'ouverture des clubs, les prix d'entrée et même la façon dont il faut s'habiller. En France, la bataille des renseignements ne fait que commencer et les experts estiment là encore que seuls 2 ou 3 numéros survivront. La nouvelle proposition de loi anti-tabac a été déposée tout à l'heure à l'Assemblée nationale, on l'évoquait hier. Elle vise à interdire totalement la cigarette dans les lieux publics. Ça n'est sans doute pas pour demain. Les oppositions sont nombreuses. Thomas Rambaud, Franck Brisset. Smoking ou no smoking? Demain peut-être, griller une cigarette dans un café ou un restaurant sera interdit. Une perspective pas forcément mal accueillie que l'on soit fumeur ou non fumeur. Demain, si on m'interdit de fumer dans un café, il n'y a aucun souci, je m'adapte. Moi, à titre personnel, ce sera plutôt mieux, il y aura plus de fumée, mais bon, en même temps, les gens devraient pouvoir faire comme ils le souhaitent. Pour ce buraliste, c'est une autre histoire. Il est vrai qu'il vend du tabac. Moi, je dis que dans nos établissements, c'est impossible. Parce que c'est trop près, c'est comme si on mettait du miel et qu'on interdise aux mouches de se poser dessus. 15 ans après la loi E20 qui prétendait organiser la cohabitation entre les accros au tabac et les autres, les cafetiers constatent l'échec du législateur. À les entendre, trop de contraintes tue le plaisir. La vie est une activité dangereuse dont personne n'est jamais sorti vivant. Alors il faudrait peut-être cesser d'ouvrir tous les parapluies. Parce qu'à force d'ouvrir des parapluies, il n'y aura plus de soleil dessous.
Ce qui n'est encore qu'une proposition de loi n'a pas trouvé de soutien aujourd'hui auprès des parlementaires UMP. Mais il n'est pas exclu que le gouvernement décide d'en discuter au Parlement. Quelqu'un me disait finalement il ne faut pas beaucoup de courage politique quand 80% des Français sont d'accord. J'espère que le gouvernement entendra ces 80% de Français qui réclament un air pur partout. En France, le tabagisme passif provoquerait 3000 morts par an. En tout cas, 3 pays de l'Union européenne ont déjà franchi le pas, à l'aide ou pas d'une nouvelle loi. L'Irlande, la Suède et l'Italie, où la cigarette est bannie des gares, des restaurants et même des discothèques. Premier bilan à Rome, Gérard Grisbeck, Karine Guillaumin. Ça ne se voit pas, mais ici le casque est obligatoire et le téléphone au volant réprimé. Alors lorsqu'au début de l'année, la cigarette est devenue interdite dans les lieux publics, il y avait de quoi douter quant à l'application de la loi. Erreur. Il suffit d'entrer dans un restaurant pour constater que la loi est bien appliquée. Pourtant, chacun pouvait prévoir une zone pour les fumeurs, mais peu l'ont fait. Ça, c'est la salle qui pouvait être aménagée pour les fumeurs, nous dit le patron. Et ici, on aurait dû installer une porte pour isoler la pièce. Pour aménager ce local et refaire le système d'aération, il aurait fallu payer 40 000 €. Au bar non plus, il n'y a pas eu de travaux, trop compliqués pour ces locaux exigus. Et la loi prévoit des sanctions sévères pour ceux qui fumeraient à l'intérieur. Le client risque une amende de 30 € et pour le patron, ça monte à 325 €. Résultat, la rue est devenue le paradis des fumeurs, avec plus ou moins de bonheur selon la météo. Quand il pleut, j'ai 2 solutions. Je prends le parapluie et je fume, sinon je fume moins. Les premières statistiques montrent que le nombre de fumeurs a baissé de 10% en un an. C'est bien connu, les Italiens s'arrangent toujours pour ne pas appliquer la loi. Certains disent même ici que c'est un sport national. Eh bien, depuis le 1er janvier, ce n'est plus vrai. Les Italiens appliquent la loi sur les fumeurs. Ils sont devenus les premiers de la classe. Toujours à propos de santé publique, sachez qu'un nouveau cas de grippe aviaire a été décelé en Europe. Cette fois, il s'agit d'un cygne abattu en Croatie et qui vient de Hongrie. Il portait une bague d'immatriculation qui a permis d'identifier sa provenance. Et les analyses sont formelles. L'animal est porteur du même virus qu'en Asie. Un virus déjà identifié, rappelons-le, en Roumanie et en Turquie. Le bilan s'alourdit au Pakistan. L'armée annonce maintenant que le tremblement de terre a fait 73 000 morts. Elle lance aussi un nouvel appel à l'aide internationale. Il faut savoir que 3 semaines et demie après le séisme, des dizaines de villages n'ont toujours pas été atteints par les secours. Bertrand Coq. C'est le désespoir qui pousse ces hommes à se battre pour une couverture, pour l'accès aux tentes qui abritent déjà des milliers de réfugiés. Et 3 semaines et demie après le tremblement de terre, il en arrive encore. Descendus de leur village dans la montagne, des familles entières charriant leurs blessés vers les hôpitaux de campagne de Muzaffarabad, la capitale du Cachemire pakistanais. Je ne pourrai pas rentrer chez moi, dit cet homme. Dans quelques jours, il va commencer à neiger et nous n'avons plus d'abri. Tout a été détruit. La situation sanitaire de ces populations se dégrade. Les médecins craignent des épidémies. Nous traitons déjà des cas de rougeole, dit celui-ci, de diarrhée, de dysenterie et même de méningite. Malgré le déploiement de troupes de l'OTAN et l'implication des États-Unis, il manque encore des hélicoptères pour atteindre les zones les plus isolées. Plus de 40 villages n'ont toujours pas été secourus selon les autorités pakistanaises. Elles réclament plus de tentes. Il en faudrait 500 000 pour loger les quelques 3 millions de sinistrés que menace l'hiver himalayen. Une cérémonie aux Pays-Bas pour commémorer le meurtre, il y a 1 an tout juste, du réalisateur Theo van Gogh, meurtre par des islamistes radicaux. Ce crime avait secoué la société néerlandaise, le fameux modèle de cohabitation néerlandais, la tolérance entre les communautés. Aujourd'hui encore, le pays est en plein doute. Reportage Dorothée Cochard, Yann Moine. Un moment de recueillement à la mémoire de Theo van Gogh. Le Premier ministre en personne a appelé au respect mutuel des communautés. C'est dans cette rue que le cinéaste a été assassiné il y a 1 an par un intégriste musulman. Un poignard planté dans le corps avec une lettre « Mort aux infidèles ». Si Theo van Gogh est mort, c'est à cause en partie de ce film qu'il avait réalisé et qui fustigeait la condition de la femme dans l'islam. Un film dont le scénario avait été écrit par cette députée au Parlement néerlandais. Nous l'avons rencontrée hier soir. Elle aussi est quotidiennement menacée de mort par les intégristes musulmans.
On savait déjà que l'intégrisme existait, mais avec la mort de Theo, le gouvernement a pris conscience de l'ampleur de cet intégrisme et il a enfin pris des mesures politiques. Lutte contre l'intégrisme. Par exemple, dorénavant, tous les imams doivent être formés aux Pays-Bas. Dans cette mosquée, on va même plus loin. La direction a signé un accord avec la mairie. Tout intégriste forcené sera dénoncé. Après la mort de Theo van Gogh, signer cet accord, c'était pour nous le moyen de montrer que tous les musulmans ne sont pas des intégristes. Mais ce discours est une exception. Pour la majorité des mosquées, signer un tel accord, ce serait comme implicitement reconnaître, comme le laissaient entendre les diatribes provocantes de Theo van Gogh, quand tout musulman sommeille un intégriste. L'assassinat de Theo van Gogh a donc fait naître ici un climat de suspicion à l'égard du monde musulman. Des musulmans qui se sentent de moins en moins à l'aise. Pour preuve, un récent sondage, un Irlandais d'origine marocaine sur 4 ne se sentirait plus ici chez lui aux Pays-Bas. Le modèle multiculturel a vécu. Des images de la visite du prince Charles et de Camilla aux États-Unis, voyage d'une semaine avec dès aujourd'hui cette première rencontre avec George Bush et son épouse. Il sera bien sûr difficile pour Camilla de faire oublier le glamour et l'éclat de la princesse Diana qui s'était rendue elle aussi aux États-Unis il y a 20 ans tout juste avec Charles et qui avait suscité un réel engouement. En tout cas, c'est le premier déplacement officiel du couple à l'étranger depuis le mariage en avril. Camilla a emmené un coiffeur, une maquilleuse et une 50aine de robes pour 8 jours. Ça devrait sans doute suffire. Retour en France avec l'ouverture demain du procès en appel de l'affaire Doutreau. Une énorme bavure judiciaire, on en a beaucoup parlé ici même. En première instance, 7 des fameux notables, entre guillemets, avaient été acquittés. 6 autres espèrent l'être à l'occasion de ce deuxième procès. Et parmi eux, Daniel Legrand. Il aurait été arrêté et condamné en raison d'une erreur sur son nom. Caroline Gauthier, Nathalie Guelet. Daniel Legrand, père et fils, au soir du verdict. Le sourire de l'un, acquitté. La déception du plus jeune, libre, mais condamné à 1 an et demi de prison ferme. On va prendre un peu de recul. Le fils, Daniel Legrand, est reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur des mineurs. Le jeune homme n'a eu de cesse de clamer son innocence. Aujourd'hui, il consigne tout dans ce cahier. Il écrit comme il parle, avec franchise, sans fioriture. Il raconte par le menu son arrestation, sa garde à vue, dont il ignore alors la cause. Ce policier ouvre ma cellule et vient vers moi et me met une gifle. Et aussitôt, il referme la porte. Moi, je me sens effondré, je donne des coups de pied dans la porte, très en colère. Des mots jetés sur le papier pour se soulager, une succession d'anecdotes pour décrire un engrenage. En fait, après, j'ai réalisé qu'on me prenait pour un violeur. On me jugeait déjà dans ce commissariat de Calais. Daniel Legrand a été accusé de viol par des enfants qu'il affirme n'avoir jamais croisé de sa vie. Conséquence, 2 ans et demi de détention provisoire. Il a largement purgé sa peine, mais il trouve à sa liberté un goût amer. C'est sûr, je me sens libre, mais je me sens toujours avec l'étiquette quand même dans le dos, quoi, d'agresseur sexuel, quoi. Je suis pas un agresseur sexuel, quoi. J'ai toujours ce sentiment-là qu'on m'a mis dans le dos, quoi. Depuis sa condamnation, il passe ses journées avec ses copains. Il a repris le football, mais son insouciance s'est envolée. À la veille du procès en appel, il lui reste cet esprit combatif. Je me battrai toujours pour créer mon innocence, pour qu'elle soit prouvée, quoi, que je sois reconnu innocent à 100%, parce que j'ai que 24 ans, voilà, quoi, je demande qu'à vivre, quoi, voilà. C'est ainsi qu'il se présentera devant la cour d'assises de Paris et il espère bien cette fois obtenir son acquittement. Toujours à propos de justice, cette dernière minute concernant les incidents de ces derniers jours à Clichy, on en parlait en début de journal. 2 des 6 personnes qui comparaissaient aujourd'hui pour violence ont finalement été condamnées à des peines de 1 à 3 mois de prison ferme. Le gouvernement hausse le ton contre les hooligans. On pensait le phénomène maîtrisé depuis quelques années. Plusieurs affaires récentes ont montré qu'il n'en était rien. Un projet de loi sera présenté dans les prochaines semaines. Nous avons pu récupérer des images tournées par un supporter il y a un mois et elles sont édifiantes. Il ne s'agit pas, vous allez le voir, de bagarres isolées, mais d'une violence organisée, délibérée. Enquête Romain Messi, André Germain. C'est une image rare, filmée par un amateur derrière le stade du Mans il y a un mois. Une bataille rangée entre supporters d'un même club, le Paris Saint-Germain.
D'un côté, les tigrisses de la tribune Auteuil du Parc des Princes au profil Black Blamber. De l'autre, les Boulogne Boys et leurs franges racistes qui les agressent. Auteuil face à Boulogne, 2 tribunes de supporters parisiens. Au Parc des Princes, un terrain les sépare, mais à l'extérieur, les supporters sont réunis dans un même bloc. Les bagarres se répètent depuis plus d'1 mois, avant l'intervention tardive des CRS. Pourquoi ces affrontements? D'abord une rivalité, chaque groupe de supporters se prétend être le seul légitime. Mais surtout, une raison politique et sociale que la mairie de Paris dénonce. Une minorité de supporters dans la tribune Boulogne, d'extrême droite, ou proche de l'extrême droite, dure, qui fait de cette tribune Boulogne un champ, je dirais, d'investigation pour ses objectifs politiques, avec une expression à caractère raciste. Le racisme gangrène le Parc des Princes depuis des années, comme le montrent les saluts nazis ou les croix celtiques repérées par les caméras de surveillance. La direction du club s'estime impuissante et garde le silence. Les joueurs, eux, se gardent bien de prendre parti entre les 2 clans. C'est toujours gênant que des supporters d'une même équipe s'affrontent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, et nous, on va se préoccuper surtout du terrain avant de penser aux supporters. Un projet de loi prévoit d'interdire les supporters racistes et violents d'entrer dans les stades. Il faudra bien ça si les supporters du Parc des Princes veulent se supporter à nouveau. Les derniers chiffres de l'Audace, l'Observatoire de l'action sociale, ils ont de quoi surprendre. D'après cette enquête, le nombre d'enfants maltraités et menacés en France continue d'augmenter, plus 7% l'an passé. Motif principal, ce qu'on appelle les carences éducatives des parents immatures ou isolés, notamment des mères célibataires. Voici l'exemple d'une femme qui avait laissé sa fille de 2 ans aux mains de l'assistance publique. 8 ans plus tard, elle l'a récupérée. Aujourd'hui, la fille est âgée de 15 ans. Dossier signé Laetitia Legendre, Régis Maté. Dépression, bouffée de violence. Il y a 6 mois, Magali entre en urgence dans un hôpital pour adolescents en crise. C'est là que sa mère vient lui rendre visite. Une mère à laquelle elle n'a pourtant toujours pas pardonné. Car Magali a été placée en foyer de l'âge de 2 ans à l'âge de 10 ans. Je me sens différent des autres. T'avais le sentiment qu'on t'a un peu volé ton enfance? Ouais. Comment? Qu'on m'avait tout pris. Toutes les bonnes choses, qu'on me les avait retirées. Elle me culpabilisait de tout ce qui avait pu lui arriver. Et elle tout. vous en voulait Elle m'en voulait à mort entre guillemets, placement et autre chose. Et donc tout était de ma faute en fait. Et c'est sûr que nos relations, on n'arrivait même plus, si vous voulez, même le contact que j'ai maintenant à côté d'elle, ou même dans la même pièce, on ne pouvait plus. C'est la mère de Magali elle-même qui a pris la décision de placer ses 4 enfants sur les conseils de l'assistante sociale. Tu me tournes le dos déjà. Dépressive à l'époque, elle n'arrivait plus à faire face, seule. Grâce au psychologue du centre, elle tente aujourd'hui d'expliquer ce que fut sa décision. De leur expliquer que maman n'arrivait pas à s'occuper d'eux, que maman n'était pas bien dans sa tête et qu'elle pouvait pas... qu'elle pouvait pas les protéger comme elle devrait les protéger. Bon, il y avait un problème financier, il y a des problèmes personnels, moraux et autres, disons, qui étaient difficiles à vivre. Et que j'avais peur que mes enfants souffrent de tout ça. Et donc, je préférais provisoirement les placer. Et combien de fois ça m'est arrivé de pleurer le soir parce que j'étais seule, parce que je pensais à eux tous les jours, bien sûr, et que... Voilà. Bref, une histoire d'amour ratée entre une mère et une fille qui tentent aujourd'hui de pallier des manques. De se dire bonsoir la nuit, de se faire des câlins, de se faire des choses qui m'ont manqué et que j'ai pas eu au moment où j'en avais besoin. Ça fait mal d'être abandonné. Cette année, les chiffres de l'enfance en danger préoccupent les professionnels. 95 000 signalements en 2004, soit 6 000 de plus que l'année précédente. 19 000 enfants ont été maltraités, mais la hausse la plus importante concerne les enfants en danger. 76 000 signalements pour des carences éducatives, affectives ou des conflits familiaux. Je crois qu'actuellement les gens, parce que peut-être ils vivent dans une situation insécure en permanence, une espèce d'insécurité au sens le plus large du terme permanente, n'arrivent pas à assumer leur fonction parentale pleinement. Jour après jour, Magali apprend à vivre avec son histoire, tente de se construire un avenir, même si aujourd'hui, la fragilité de la relation avec sa mère perdure.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer ce que l'on appelait autrefois des métiers d'hommes, électriciennes, informaticiennes ou câbleuses monteuses. L'industrie et le bâtiment notamment cherchent à se féminiser parce que ces secteurs manquent de bras et de matière grise. Julien Beaumont, Mathias Sebaud. Floriane Couder est entrée par la petite porte. 3 ans qu'elle travaille sur les chantiers. Son métier, tailleuse de pierre, sensible de l'oreille, s'abstenir. Mais il y a aussi la poussière, le bruit de la ville ou encore passer ses journées dehors, que des bons côtés. Quand on n'est pas de recouvert poussière à la fin de la journée, on a l'impression de ne pas avoir travaillé. Donc nous, être dehors, pour moi c'est le paradis, c'est un point positif. Au moins il y a l'air pur, même si en hiver on a froid, ça c'est un peu embêtant. Mais... Sur cette façade à Angers, après le ravalement, il faudra changer les pierres, redessiner la roche, un métier physique. Et ne lui parlez pas de différence homme-femme. Comme les gars, quand ils arrivent, ils sont tout frais, nous c'est pareil. On s'y fait au bout d'un moment. Visite du grand patron. Voilà maintenant 8 ans que l'entreprise emploie des femmes et à l'époque, il a fallu qu'elles s'imposent. Ces garçons qui n'avaient jamais eu de filles auprès d'eux au travail, au début, les ont regardés, ils ont ri un petit peu, puis se sont rendus compte qu'elles étaient très professionnelles, que celles qui voulaient faire ce métier étaient très professionnelles. Aujourd'hui, elles ne sont que 10 000 dans le bâtiment, soit 1% des effectifs, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2009. Encore faut-il que les mentalités changent. Il y a quelques années, jamais on ne voyait une femme conducteur de bus. Aujourd'hui, quand je me promène en ville, je m'aperçois qu'il y a sensiblement un bus sur 2 qui est piloté par une femme. Pourquoi pas imaginer ça dans le bâtiment demain? Elles sont peintres, maçons, grutiers, plombiers, mais elles sont surtout en minorité. Dans ce restaurant pour ouvriers, 2 femmes pour 40 personnes. La transition est en cours. Allez, on reste au restaurant avec le guide Michelin, le fameux guide rouge qui se lance à la conquête de l'Amérique. Une première édition consacrée à New York sort cette semaine. 4 restaurants obtiennent les 3 étoiles. Parmi eux, quelle surprise, 3 sont français. Sur place à New York, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Après 30 ans de métier, Alain Ducasse peut se permettre de ne plus être derrière les fourneaux. C'est le chef de sa cuisine new-yorkaise, Tony Hainaut, qui lui fait goûter l'un de ses plats préférés. La cocotte de fruits et de légumes d'automne. Cela paraît si simple. Pour Michelin, cela vaut par sa perfection les 3 étoiles. Les étoiles qui viennent s'ajouter à celles obtenues dans ses autres restaurants en France et à Monaco. 12 au total pour le même homme, un record. Mais pour Alain Ducasse, ce qu'on honore aujourd'hui, ce sont une cuisine et des produits américains. Derrière un grand produit, il y a un homme, une femme, et c'est partout pareil. Et puis après, nous, Français, on va y apporter notre expertise, notre savoir-faire. Mais en réalité, la cuisine aujourd'hui ici, elle est autant américaine que française. C'est le savoir-faire qui est français, mais la proposition, elle est adaptée au marché américain. Pour cette première édition new-yorkaise, le guide n'a retenu que 500 restaurants sur les 20 000 que compte la ville. Des restaurants testés par une équipe d'inspecteurs chevronnés venus d'Europe. Mais la sélection, elle, se veut à l'image de la ville, ouverte sur le monde. Sur les 39 étoiles, nous avons 14 différents types de cuisine. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus grands, donc les 4-3 étoiles, ont effectivement des noms de chefs français, ont été des chefs français pendant très longtemps, mais sont à New York depuis plus de 20 ans. Michelin aura aussi distingué les aventuriers, comme Willy Dufresne et sa cuisine d'avant-garde, parfois déroutant. Heureux et surpris de son étoile, il ne peut maintenant souhaiter qu'une chose, que les gourmets new-yorkais adoptent le guide pour faire leur choix. Un nouveau héros de bande dessinée marche sur les plates-bandes de Titeuf. Titeuf, c'est ce garçonnet blond dont les aventures s'arrachent. Vous le connaissez sûrement si vous avez des enfants. Eh bien, depuis quelques mois, il est rattrapé en tête des ventes par un autre gamin déluré, passionné de jeux vidéo. Son nom, Kid Paddle. Marie-Hélène Bonneau, Frédéric Basile. Titeuf et Kid Paddle, 2 super gamins chefs de bande dessinée. L'un est suisse, l'autre belge. Leurs auteurs, Zep et Midam, font le bonheur des cours de récré. Leurs personnages sont les préférés des enfants qui les connaissent par cœur. Kid Paddle, il préfère les jeux vidéo, alors que Titeuf, non. Il préfère les titres, Titeuf. Mais est-il nécessaire de connaître les Game Boy, PlayStation et autres Xbox pour faire cette BD? Si, quand même, parce que pour inventer ça, faut quand même s'inspirer. Jeux vidéo, Gormaniacs, Insercoin, Barbarian Quest, ça évoque quelque chose pour toi? J'aime pas du tout ça.
Mais bon, c'était un travail de commande et je me suis dit, bon, ben, c'est une chance à prendre. Et comme j'avais envie de raconter des histoires, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va essayer avec ça. Kid Paddle est né en 1996 dans le journal Spirou. Une page pour illustrer la rubrique des jeux vidéo avant de devenir un album. En 10 volumes, cette BD s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires. Le dernier numéro, Dark J'adore, s'est tout de suite trouvé en tête des ventes de livres, toutes catégories confondues. Je ne suis pas surpris, parce que j'y ai mis tout, absolument tout ce que je pouvais pour que ça fasse un succès. Pas encore de quoi faire trembler Titeuf, fort de ses 13 millions d'albums vendus depuis 1992. Pas de concurrence dans la bande dessinée, chacun fait son truc. Et puis je pense pas que... Enfin, c'est pas de la politique, quoi. Vous n'allez pas adhérer à un personnage plutôt qu'à un autre. Alors les bagarres ne seraient-elles que sur le papier? Dans le monde de l'édition, la BD pèse lourd, surtout avec les produits dérivés. Il représente 2 millions d'euros pour Titeuf, un peu plus pour Kid Paddle. Deux images de football. Lyon d'abord qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, des Champions, pardon. Les Lyonnais ont surclassé les Grecs de l'Olympiakos 4-1, but français signé Juninho, Diarra et un doublé de Carou. 4 victoires pour 4 matchs dans ce groupe. Lyon est donc en tête. Le Real Madrid est également assuré d'être qualifié. Et puis le but de la soirée, c'est sans doute celui-là. Voilà, un boulet de canon d'Almeida pour Porto. On a même entendu le bruit car le stade était vide. Et donc la frappe a résonné. Ça n'a pas empêché Porto d'être battu par l'Inter de Milan hier 2-1. Les Italiens sont bien placés également pour être qualifiés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, Gérard Klein, l'Instit, 1h-20, dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Jean-Louis Borloo. On se quitte sur ces images d'une naissance doublement rare, d'abord parce qu'il s'agit de gorilles en captivité, ensuite parce qu'il s'agit de jumeaux. La mère, une femelle de 21 ans, est une pensionnaire du zoo d'Atlanta aux États-Unis. Le gorille, vous le savez, est une espèce protégée. Il en resterait 75 000 seulement à l'état sauvage. Bonne nuit les petits, à demain.